On a quelques questions qui arrivent, et notamment évidemment sur ces injections. La première, c'est quand est-ce que ça va être vraiment disponible? Parce que là, on en parle. Jacques, déjà au mois d'octobre, au congrès, disait ça va arriver, mais finalement, ça arrive vraiment quand? Et la deuxième corollaire, c'est est-ce que c'est disponible partout? Quelqu'un qui est loin d'un CHU qui me dit, qui demande, est-ce que c'est disponible uniquement dans les CHU ou pas? Alors, en tout cas, la communication que j'ai eue moi la semaine dernière du laboratoire, c'est que ça devait être disponible là, cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, bien avant, au départ, c'était prévu au mois de décembre, et je pense qu'ils avaient des bonnes nouvelles, comme quoi ça pouvait arriver là, fin novembre. Donc, peut-être que c'est en cours, ça arrive maintenant. Et puis, pareil, à ma connaissance, il y a un double circuit ville-hôpital, donc ça devrait être disponible chez les grossistes répartiteurs. Voilà. Après, effectivement, il y a peut-être une question aussi à l'hôpital de négociation des prix. Je ne sais pas comment ça se passe, ça, j'avoue que je n'y connais pas grand-chose. Je pense qu'en tout cas, de manière certaine, on peut dire que le laboratoire s'est engagé à ce que le médicament soit disponible avant la fin 2022. Je pense qu'il vaut mieux rester prudent parce que c'est vrai que ça fait quand même des semaines et des mois qu'on nous dit que ça va arriver, mais en tout cas, a priori, ça c'est sûr. Et donc oui, clairement, ça sera disponible. 2022, t'as bien dit 2022. 2021, pardon. Ah, non, avant le début 2022, donc avant la fin 2021, pardon. Non, je vais pas dire ça. Voilà. Et donc oui, ça sera disponible partout en revanche, dans toutes les pharmacies, puisque c'est ce que tu as dit, ça, c'est les grossistes, toutes les pharmacies de ville peuvent se faire livrer le médicament, il sera disponible en ville et tous les hôpitaux vont en disposer de la même manière. Oui. Voilà, même si on est au fin fond du Morbihan, exactement. On pourra en avoir. Très bien. Voilà une bonne nouvelle. Oui, d'autres questions, effectivement. Pour certains, ils ont fait le calcul, et donc, comme tu as dit, c'est les 3 premières injections tous les 2 mois, donc ça fait 6 mois. Donc pendant les 6 premiers mois, les injections... 5 mois, d'accord. Les 5 premiers mois, l'injection aura lieu à l'hôpital. Et ensuite, il y a la possibilité donc, que ce soit ou à l'hôpital ou en ville. Si j'ai bien compris, il y aura les 2 possibilités. Et certains se disent, mais comment je vais trouver l'infirmier ou l'infirmière libérale compétente? C'est-à-dire, est-ce que tous les infirmiers ou les infirmières vont accepter? Parce qu'on ne va pas dramatiser, même s'il y a beaucoup de points qui ont été apportés, puisqu'on a vu que dans l'enquête, et dans l'étude plutôt, très peu de personnes ont arrêté compte tenu même de ces effets-là. C'est-à-dire, on voit que dans l'étude, en tout cas, les personnes continuent, malgré effectivement les injections, un liquide qui est difficile à se résorber. Et donc là, voilà, est-ce qu'on a, là tu l'avais évoqué tout à l'heure, est-ce qu'on a déjà des idées comment on va s'organiser au-delà de Paris, par exemple? Parce qu'à Paris, on sait qu'il y a déjà quelques professionnels identifiés, mais c'est une question pour certains soignants, de patients, je veux dire, de personnes atteintes, de se dire, mais comment, est-ce peut-être que c'est le service hospitalier qui va peut-être les aider dans donner des orientations? Alors sans doute, hein, je pense que quand même déjà historiquement, et il y a eu un réseau en fait d'infirmières, je pense aux infirmières libérales qui ont pu déjà avec le Fuséon, j'en parlais tout à l'heure à l'introduction de mon propos, hein, dire que le Fuséon c'était un peu compliqué au tout début parce que c'était vraiment exclusivement hospitalier, puis dès qu'on a pu effectivement permettre aux gens de pouvoir l'utiliser en ville, il a fallu former des personnes, mais ensuite ça s'est fait quand même, il y a le réseau qui s'est mis en place. Je trouve que maintenant il y a un peu moins de résistance là-dessus. Bon, je ne peux pas présager de ce qui va se passer forcément, hein, mais sans doute qu'il faudra d'abord en parler à son médecin. Alors à Paris, je pense que c'est peut-être moins compliqué. C'est vrai que nous, c'est comme on a pas mal on a un réseau de villes qui est quand même assez efficace et on a le choix. En région, je ne sais pas comment ça va se passer. Clairement, je pense qu'il faudra vraiment discuter avec son praticien, à mon avis, et le pharmacien aussi. Oui. Et j'ai eu aussi l'information, je ne peux pas vous en parler parce que je ne connais absolument pas le dispositif, mais que le laboratoire qui va commercialiser ces traitements est en train de justement fédérer des acteurs de la ville, et notamment infirmiers et infirmières, pour les former déjà, et pour avoir tout un réseau de professionnels qui seront capables de proposer les injections de manière bien faite aux gens qui sortiront de l'hôpital après les 3 premières injections hospitalières. Donc je crois qu'il y a un dispositif qui est en train de se mettre en place, dont je ne connais pas les détails, mais qui devrait aussi aider dans ce contexte. Très bien. Il y a une question sur la gestion des effets indésirables, alors qu'ils soient d'ailleurs locaux ou généraux. Est-ce que ça a une différence entre ce qui est injectable au niveau des effets secondaires et ce qui était disponible sur le Péros? Enfin, par la bouche, comprimé. Est-ce qu'il y a des choses différentes?
Ce qui change, c'est surtout les effets secondaires digestifs qui étaient liés à l'absorption digestive des médicaments. Après, tout ce qui est effet systémique comme les maux de tête, ce genre de choses, là, on risque de retomber un peu sur les mêmes choses. Mais dans les essais, en tout cas, on était plutôt rassurés sur le profil de tolérance de ces deux médicaments. Et localement, est-ce qu'il y a des choses à faire pour éviter ou diminuer? Moi, à ma connaissance, il n'y a pas, pour l'instant, je ne sais pas s'il y a beaucoup de recul là-dessus. Hein. C'est vrai que on avait. Alors, ce qu'il ne faut pas faire en tous les cas, ça c'est sûr, il ne faut pas masser, par exemple. Ce qu'on faisait avec le fuséon, on apprenait à masser. Et là, il ne faut pas masser du tout. Au contraire, parce qu'on active en fait la formation des nodules. Donc, il ne faut pas masser. Il faut injecter et pas masser. Voilà. Après, les personnes, une fois qu'ils ont eu leur injection, ils peuvent reprendre une activité physique normale, etc. Il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas masser. Là, il y a une question, mais je crois que tu as déjà répondu. Il y a quelqu'un qui dit, mais si c'est douloureux, pourquoi vous ne diluez pas avec de la xylocaïne? Parce que justement, c'est contre-indiqué. On ne peut pas mélanger. C'est pas du tout. En fait, c'est une forme retard. Hein, c'est ça. Hein, tu m'arrêtes, Romain, une forme à effet prolongé. Donc, en fait, c'est une forme galénique en tant que telle, qui est particulière. Le liquide est effectivement un petit peu épais, plus épais qu'une injection classique, on va dire. Et on peut absolument pas, parce que là, on modifie la forme et du coup, il y aurait soit un relargage important de la molécule, et là, ce serait vraiment toxique, ou alors il y a une manque d'efficacité. Enfin bref, on n'est pas du tout dans le schéma. Là, vraiment, il n'y a pas de possibilité, y compris, parce qu'il y a peut-être la question là-dessus, d'injecter, par exemple, avant. C'est de dire, voilà, tiens, mais là, ce cas, vous ne pouvez pas mélanger, est-ce que vous pouvez quand même m'injecter la xylocaïne avant et vous m'injectez ensuite le produit? C'est pareil, c'est pas possible. Il n'y aura pas de mélange du tout sur le point d'injection. Oui, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Puis dans la syphilis, on a l'habitude de le faire avec la pénicilline G-retard, mais là, ça sera vraiment pas possible. Y compris avec de l'EMLA, par exemple? Ça ne changera pas grand-chose, de toute façon, parce que c'est pas un anesthésier la peau, mais c'est un peu psychologique, mais ça ne change pas grand-chose. Ok. Une question là, qui est peut-être plus précise, qui dit, est-ce qu'il existe une étude sur l'intérêt des traitements injectables versus bithérapie en 4D? Alors non, pas du tout, ça n'existe pas. Déjà, l'étude sur la bithérapie en 4D, elle est en cours, elle est pas du tout. Enfin, les inclusions sont en cours, donc on n'a aucun résultat. Et non, il n'y a pas. Alors, c'est très compliqué, hein, parce que souvent on nous pose la question en consultation, mais finalement on nous parle d'allègement, on a des bithérapies, on a des trithérapies intermittentes. Là, on a des injections. Alors, l'injectable, en l'occurrence, c'est une bithérapie. Donc bon, ça, c'est ce qu'on utilise déjà par voie orale et qu'on inclut dans les traitements allégés. Mais non, c'est très compliqué de quantifier le bénéfice qu'on a déjà quand on allège tout simplement le traitement. C'est difficile, hein, à part quelques toxicités très précises. Quand on retire une molécule, on sait que parfois c'est mieux sur le rein, parfois c'est mieux pour tout ce qui est métabolique. Mais je suis pas sûr qu'on puisse quantifier et comparer les deux en dehors de ce que les gens apprécient au quotidien sur leur qualité de vie. Mais sur les bénéfices, ça va être compliqué, ça sera au cas par cas. En gros, on ne pourra pas faire un essai thérapeutique avec d'un côté l'injectable et de l'autre côté le 4D, quoi. Non. Ça ne marchera pas. Enfin, c'est pas possible de le faire, quoi. Et donc, on ne répondra jamais à cette question. Et je pense qu'effectivement, c'est un choix individuel qu'on doit faire entre son médecin et le patient, en fonction des avantages et des inconvénients de chaque méthode. Et comme on a la chance actuellement de pouvoir choisir, ce qui est quand même, pour la plupart des personnes en tout cas, et donc ça, c'est quand même formidable. Oui, une question là d'un médecin de Grenoble qui dit, mais est-ce qu'on connaît bien les effets indésirables dans le cas du long-acting? On les connaît dans le cadre des essais. Maintenant, alors, il y a eu plein d'essais, il y a eu Flair, Atlas 2M, donc on a des reculs de maintenant 3 ans sur ces traitements. Donc on les connaît, ils nous inquiètent pas, ils sont pas du tout plus importants que les traitements par voie orale. La question qui est légitime de se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si je présente un effet secondaire? Parce que effectivement, quand on a un traitement avec une durée de vie dans l'organisme de quelques jours, bon, on peut se permettre de l'arrêter, c'est un peu plus compliqué. Là, ces traitements-là, ils restent plusieurs mois dans l'organisme. Ils sont efficaces 2 mois, mais ils restent probablement 6 mois, voire un peu plus dans l'organisme. C'est la raison pour laquelle, chez la plupart des patients, probablement, on va proposer cette phase par voie orale au début pour être certain que les gens tolèrent bien les 2 molécules de la combinaison avant de se lancer dans les injections. Probablement, on ne le fera pas chez certaines personnes qui ont déjà reçu les molécules qui seront dans les injections ou qui sont, par exemple, sous Juluca aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est 2 molécules qui sont quasiment les mêmes que ce qu'il y a dans les injections. Mais en dehors de ça, ça me paraît un peu téméraire de se lancer dans des injections sans avoir testé la tolérance pendant au moins 1 mois, ce qui est préconisé avant de le faire. Et
c'est vrai que la plupart des effets indésirables graves qu'on peut rencontrer, ils se font au tout début du traitement et c'est la raison pour laquelle on se permet d'attendre 1 mois sous traitement avant de se lancer dans les injections. Une autre question là, qui reprend un peu à propos des allègements, là on vient sur les allègements, et qui a un peu des doutes, qui dit mais est-ce qu'on est bien certain qu'avec les allègements il n'y aura pas des réservoirs viraux? C'est une très bonne question. C'est vrai que le premier marqueur qu'on regarde quand on donne un traitement, c'est la charge virale. Et c'est vrai que ça, on ne déroge pas de ça. Pour pouvoir dire qu'un traitement est efficace, une trithérapie, une bithérapie, une monothérapie, un traitement qu'on donnerait 4 jours par semaine, on veut absolument maintenir une charge virale indétectable. Et après, on peut se poser des questions un peu plus poussées sur est-ce qu'on n'a pas une activation immunitaire supplémentaire, est-ce qu'on n'a pas des réservoirs viraux qui augmentent. Et il faut savoir que dans la plupart des essais d'allègement thérapeutique, il y a des sous-études qui permettent de répondre à ces questions. Et par exemple, pour le réservoir, on peut mesurer ce qui s'appelle l'ADN du VIH, et ça, beaucoup d'études ont montré qu'il n'y a pas d'évolution, ni positive ni négative, de ce réservoir quand on donne des traitements qui ne sont pas des trithérapies standards 7 jours sur 7. Ça a été évalué dans les traitements intermittents, ça a été évalué dans les bithérapies, dans certains essais plus anciens de monothérapie également. Mais c'est une question qu'on se pose et qu'on regarde, et pour l'instant, on n'a absolument aucune donnée inquiétante, alarmante sur cette question-là, et ça a été cherché. Oui, en ce qui concerne les allègements, je me permets de vous représenter la brochure qu'on a réalisée sur les allègements thérapeutiques. Si vous ne la trouvez pas dans vos lieux de consultation, vous pouvez la trouver sur notre site, la commander. L'envoi est gratuit, donc il concerne les différentes formes d'allègement. Voilà, j'en profite pour rappeler qu'il y a donc un document. Voilà. Une autre question, là il y a une autre question qui dit où en est-on des implants et des patchs en développement? Alors l'implant le plus avancé à ma connaissance, c'est l'implant d'islatravir, et qui a été d'ailleurs plutôt développé initialement dans l'indication prévention, donc dans la PrEP. Parce qu'il faut savoir d'ailleurs que toutes les molécules dont on a discuté dans les innovations là, injectables, ils sont aussi intéressants dans le cadre de la prévention. Donc il y a aussi des essais parallèlement qui sont faits dans le cadre de la prévention, donc chez des gens qui sont séronégatifs. C'est, je crois, vraiment le seul pour l'instant, en tout cas, qui a été présenté dans des conférences, l'islatravir. C'est très intéressant. Et en l'occurrence, le laboratoire qui fait l'islatravir est le laboratoire qui a aussi l'expertise de ces implants dans la contraception. C'est la raison pour laquelle la technologie est déjà une technologie maîtrisée et pourquoi ils se sont lancés là-dedans. Donc on espère tous que ça verra le jour, mais pour l'instant, c'est vraiment des phases très très préliminaires de la recherche. Et les patchs, il y a effectivement eu des communications sur des patchs qui permettront de dispenser du médicament un peu comme ça, long acting, mais j'ai pas connaissance pour l'instant de traitements qui sont à l'essai par ce mode d'administration. Oui, une personne, parce qu'on a parlé tout à l'heure de 1 mois et 2 mois, là il y a une personne qui aimerait qu'on clarifie les choses sur la fréquence, qui dit est-ce que ça sera tous les mois ou tous les 2 mois? J'ai expliqué, il y avait 2 phases. Il y avait une phase d'initiation, en fait, où il y a 2 injections à 1 mois d'intervalle, et à partir de la 3e injection, c'est au bout de 2 mois. Et après, c'est tous les 2 mois. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, effectivement, je ne vais pas embrouiller les pistes, mais si y avait un retard assez important de plus de 3 mois sur les rappels d'injection, là, on devra reprendre un cycle renforcé, en fait, d'initiation à 1 mois d'intervalle, pour ensuite reprendre tous les 2 mois. Mais normalement, c'est tous les 2 mois après. C'est vraiment, voilà, il y a donc 2 injections à 1 mois d'intervalle, puis ensuite c'est tous les 2 mois. D'accord, voilà. Merci de clarifier ça. Oui, donc je me permets juste de reprendre ça. En fait, il y a un autre élément qui apporte de la confusion, c'est que dans les premiers essais qui avaient été faits, cabotegravir, rilpivirine, c'était tous les mois le schéma en fait. Et c'est vrai qu'après, du fait des dosages de médicaments, de pas mal de choses qui ont été faites dans les essais, on s'est rendu compte que très probablement on pouvait aller un peu plus loin, et donc les essais d'après ont été faits tous les 2 mois. C'est pour ça que c'est pas si simple que ça à comprendre, mais en tout cas l'AMM qui est maintenant autorisé pour ce médicament, c'est tous les 2 mois. À part la dose de charge dont Marc vient de parler, qui est vraiment la phase du début de traitement ou en rattrapage quand il y aura des problèmes d'interruption de traitement. Et alors, si on revient à l'oral et le passage de l'oral au sous-cutané, comment ça se fait? C'est-à-dire qu'il y aura 1 mois de prise orale, puis les 2 injections à 1 mois d'intervalle. Comment ça va se passer? Oui. C'est ça?
C'est comme ça, oui. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, absolument, oui, tout à fait. C'est vrai que même s'il y a une phase orale de comprimé, il y a quand même les 2 injections à un mois d'intervalle. Par contre, ça change pas. Il y a pas. Oui, non, pas voilà, du tout. Voilà, tout à fait. Mais par contre, du coup, en fait, quand vous prenez vos comprimés, le jour du dernier comprimé, vous avez l'injection. Le même jour. C'est ça. Il n'y a pas de phase. Voilà, c'est Chevauchement. Chevauchement, voilà. Ouais, l'idée c'est de faire le point avec le médecin au moment de ça fait un mois je prends le traitement, être sûr qu'il n'y a pas de problème en fait. Je l'ai bien supporté, il n'y a aucun souci et donc là je peux y aller, on fait l'injection. Mais il ne faut pas qu'il y ait de rupture entre les deux. Donc on fait l'injection au dernier jour du traitement oral et puis ensuite de nouveau un mois et puis après on part sur le rythme de croisière tous les 2 mois. 8 semaines. Voilà. Ok, c'est clair. Enfin, j'espère que c'est clair. Oui, si, il y a quelques questions auxquelles on n'a pas répondu, parce que quelquefois il y a eu des recoupements, donc on a déjà répondu. Donc la question qui était là, c'était est-ce que vous pouvez repréciser, mais finalement, qui y a droit ou qui n'y aura pas droit? C'est-à-dire ces nouveaux traitements en forme injectable, qui va pouvoir en bénéficier ou qui, au contraire, ne pourra pas en bénéficier? Ce qui va faire le choix de ça, c'est l'histoire, le passé thérapeutique, le passé virologique. C'est un peu comme dans tous les traitements en fait, ça change pas grand chose, c'est-à-dire on peut utiliser ce traitement si on sait que le virus va y répondre. Et donc si dans le passé il y a eu des échecs virologiques, s'il y a eu de la résistance, on ne pourra pas utiliser ces traitements-là parce qu'on va se mettre à risque d'échec virologique. Ça sera surtout le cas pour un des 2 produits qui est la rilpivirine parce que c'est une famille de traitements qui a été depuis le milieu des années 90 et donc il y a eu beaucoup d'échecs virologiques chez les patients qui ont été exposés à ces traitements-là à partir du milieu des années 90 et dans les années 2000 et c'est probablement celui-ci qui va poser le plus de problèmes. Donc ça veut dire que quand on va vouloir prescrire ce traitement, il va vraiment falloir analyser le dossier entièrement, regarder la résistance, regarder les échecs virologiques pour être certain de ne pas mettre la personne à risque d'échec virologique. Après, on a des points de préoccupation sur l'IMC parce qu'on sait que dans les essais, les rares patients qui ont fait des échecs virologiques, il y avait plus d'échecs virologiques chez les patients en surpoids ou obèses, probablement pour des questions pharmacologiques de distribution du médicament. Donc il n'y a pas de contre-indication en fonction du poids pour le traitement, mais nous on sera plus préoccupés quand les poids seront élevés, les IMC seront élevés parce que probablement il faudra qu'on fasse attention. Il est possible qu'on fasse des dosages de médicaments pour pouvoir adapter peut-être la fréquence, mais tout ça on le découvre et on va le découvrir au fur et à mesure, mais c'est pas une contre-indication du tout pour le traitement. Et l'autre chose, Marc, tu en as parlé un petit peu, c'est éventuellement les gens qui sont sous anticoagulants. Ça, c'est pas propre au traitement, mais simplement les injections intramusculaires sont contre-indiquées chez les gens qui ont des troubles graves de l'hémostase, de la coagulation ou qui sont sous traitement anticoagulant. Et donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse à apporter à ça, mais il n'y a pas de raison que ce soit différent que pour les autres intramusculaires. Donc ça, c'est un petit point probablement de contre-indication. Je suis pas sûr d'oublier autre chose. Non, mais si j'ai bien compris, finalement, beaucoup de personnes pourront bénéficier de ces traitements. Oui. Au départ, on disait, mais non, ça va concerner que 15-20%. Et moi, j'ai l'impression qu'au contraire, là, beaucoup de personnes peuvent prétendre à bénéficier. Après, c'est différent, mais en termes de pouvoir prétendre à bénéficier de ces traitements, le nombre de personnes me semble important. Je pense que les chiffres de 15-20%, c'était des enquêtes très préliminaires faites auprès des médecins et des patients. Et chez les médecins, la question c'était à combien de personnes vous pensez pouvoir le proposer ou seraient intéressées pour en bénéficier. Et bon, après, les patients, les études sont beaucoup plus récentes. Et d'ailleurs, les enquêtes montrent que probablement il y a plus de gens que ça qui seront intéressés. Mais non, sur le plan des contre-indications virologiques, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui pourront en bénéficier, mais vraiment il faudra faire l'effort absolument de bien récupérer toute l'histoire pour pas faire de bêtises. Merci. Une question sur le vaccin thérapeutique qui dit où en est-on et actuellement est-ce qu'il y a un essai, est-ce qu'on peut y participer? On en est que il y a eu beaucoup d'essais de vaccination thérapeutique depuis très longtemps et que tous les résultats jusqu'à présent ont été très décevants. Malheureusement, on n'a pas de résultats suffisamment encourageants pour pouvoir le proposer.
Donc la vaccination thérapeutique, parce que probablement il y a des gens qui savent pas ce que c'est une vaccination qui est proposée à quelqu'un qui est déjà porteur de l'infection, qui est déjà infecté, chez qui on va proposer un vaccin pour stimuler le système immunitaire et on va arrêter le traitement antirétroviral en espérant que le virus ne se remette pas à se répliquer. Donc que la charge virale ne redevienne pas détectable. Et c'est vrai que tous les essais qui ont été faits jusqu'à maintenant ont été négatifs. La charge virale redevient détectable très rapidement, comme à chaque fois qu'on arrête le traitement. Et donc on n'a jamais pu le proposer de manière large en dehors des essais. Je ne suis pas certain qu'actuellement il y a un essai en cours, en tout cas à ma connaissance pas en cours d'inclusion. Donc non, pour l'instant c'est pas d'actualité. Une question un peu technique, mais qui peut être intéressante à débattre, c'est on parle beaucoup d'inflammation résiduelle. Qu'en est-il en général et qu'en est-il avec ces traitements-là? Est-ce que ça a été étudié ou pas? Et comment on peut le décrire actuellement? Alors l'inflammation, effectivement, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, mais qui est très compliqué. En gros, il faut savoir que quand on a une infection, on a un système immunitaire qui est activé, parce que le système immunitaire, c'est son rôle, essaye de combattre l'infection, et que l'activation immunitaire passe par une inflammation, puisque vous savez probablement, c'est un peu ce qu'on voit dans les vaccins aussi, ou dans certaines autres pathologies inflammatoires, comme le coronavirus, on en parle beaucoup. Quand le système immunitaire est activé, il y a beaucoup d'inflammation. C'est des petites molécules qui circulent, qui permettent d'activer le système immunitaire et de déclencher des cascades de la défense immunitaire. Dans l'infection par le VIH, on sait plusieurs choses. On sait que cette inflammation, elle est majeure quand l'infection n'est pas traitée, puisqu'on a une infection active, avec un système immunitaire très activé. On sait que quand on est sous traitement avec une charge virale indétectable, cette inflammation et cette activation immunitaire, elle chute drastiquement, parce que on n'a plus cette réplication virale, ou en tout cas à très très bas bruit, mais pas du tout de la même manière que quand on n'est pas traité. Et donc on réatteint des niveaux extrêmement faibles d'activation immunitaire et d'inflammation. L'activation immunitaire, on l'observe indirectement quand on regarde ce qu'on appelle le ratio CD4-CD8 sur les bilans sanguins qu'on fait en routine pour le suivi de l'infection. L'inflammation, on la regarde un peu moins, on le fait dans les essais avec des marqueurs vraiment qu'on dose uniquement dans le cadre de la recherche et qu'on dose pas en pratique quotidienne, parce que déjà ça n'a pas d'impact thérapeutique derrière, ça n'aurait pas de sens de le faire au quotidien. On sait malgré tout que même quand on a une infection contrôlée, on garde des petits niveaux d'activation immunitaire et des petits niveaux d'inflammation qui ne sont pas strictement normaux par rapport à quelqu'un qui ne serait pas infecté par le VIH. Ça, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose pour ça, en tout cas dans l'état actuel des choses, parce que les traitements qu'on a aujourd'hui, ils suppriment la réplication virale de manière maximale. On ne sait pas faire plus que rendre la charge virale indétectable, déjà à des seuils qui sont extrêmement faibles, mais ça n'agit pas au-delà de ça sur l'activation immunitaire et sur l'inflammation. Les antirétroviraux, ils agissent sur le virus, mais ils n'agissent pas indirectement sur la cascade immunitaire. Dans le cadre de l'allègement thérapeutique, ça c'est un point aussi qui revient souvent, c'est est-ce que finalement si je prends moins de traitement antirétroviral, je ne vais pas faire monter l'inflammation ou l'activation immunitaire. Ça a été pas mal étudié sur l'activation immunitaire. Il n'y a aucune donnée qui montre qu'il y a une plus grande activation immunitaire avec des traitements allégés, donc soit intermittents, soit des bithérapies. Sur l'inflammation, il y a des données qui sont contradictoires. La plupart des données montrent qu'il n'y a absolument aucun signal d'augmentation de l'inflammation. Il y a une étude un peu récente qui a été présentée qui montre que certains marqueurs pourraient augmenter alors que d'autres ne montent pas du tout. Donc en fait, on n'est pas trop capable de répondre à cette question. Mais là, quand on discute de ça, on discute vraiment de variations à l'échelle. C'est statistiquement significatif, mais c'est vraiment des micro-variations qu'on observe vraiment dans le cadre de la recherche, sans implication directement clinique derrière. Donc voilà, c'est une bonne question à se poser. On se la pose systématiquement. Dans cabotegravir-rilpivirine, j'ai pas en tête de sous-études sur l'activation et l'inflammation, donc je veux pas dire de bêtises, mais je suis pas certain que ça a été fait, ou alors ça a été fait et je suis passé à côté, ou ça n'a pas encore été présenté, ce qui est aussi possible. Mais voilà, on le suit de très près dans les essais.
Très bien. J'avais une question, elle m'échappe, mais j'en ai une autre, c'est pas grave. Une autre qui a été posée. Il y a une diminution de la charge virale qui est très nette. Les CD4, on en a un peu moins parlé, ce qui remonte bien sous ces traitements-là. Et il y a une question qui est pourquoi finalement la charge virale baisse aussi bien et puis les CD4 ils mettent un petit peu de temps à remonter après. Est-ce qu'on peut expliquer ça ? Alors dans tous ces essais, déjà il faut distinguer les essais chez les patients naïfs qui n'ont jamais reçu de traitement et les essais chez les gens qui sont déjà sous traitement avec une charge virale qui est déjà indétectable et qui dans l'immense majorité des cas ont déjà des CD4 parfaitement normaux. Et ce qu'on observe dans ces essais, c'est que quand on passe à ces traitements injectables ou intermittents, il n'y a pas de diminution des CD4, ça c'est hyper important. Dans certains de ces essais, on continue à avoir une petite augmentation des CD4 mais qui est minime parce qu'en fait ils sont déjà redevenus à des niveaux normaux. Dans les essais chez les patients naïfs, c'est évidemment un marqueur qu'on suit de très près. Et bien sûr, il y a une augmentation parfaitement comparable à ce qu'on observe dans les bras contrôle, parce que tous les essais qui sont réalisés sont des essais, on dit randomisés, donc il y a toujours deux groupes de patients. Il y a un groupe de patients qui reçoit le traitement qu'on est en train d'étudier, par exemple les injections de cabotegravir et rilpivirine, et un bras de patient qui prend un traitement qu'on considère comme étant un standard de traitement, une trithérapie prise tous les jours qui fonctionne très bien. Et on compare les deux. Et dans tous ces essais-là, il y a une superposition stricte de la remontée des CD4 dans les nouveaux traitements qu'on étudie et dans le traitement qu'on a l'habitude d'utiliser et qu'on sait être parfaitement efficace. Donc il y a bien sûr les CD4 remontent, et pour l'autre partie de la question, sur la vitesse de remontée des CD4 ou de diminution de la charge virale, les traitements antirétroviraux agissent sur le virus, donc en fait on a vraiment une action directe qui va permettre d'avoir une diminution de la charge virale extrêmement rapide, et en fait la remontée des CD4 c'est quelque chose d'indirect, c'est la réponse positive du système immunitaire au fait de ne plus avoir à se défendre contre l'infection, et donc il y a forcément un retard et c'est une cinétique qui est beaucoup plus lente. Puis c'est des mécanismes très différents, ça nécessite une production de nouvelles cellules, ça nécessite des choses qui sont sur le plan immunitaire beaucoup plus long dans le temps. Ah, c'est une question à moi, entre guillemets, c'est parce que on n'en a plus en tout cas pour l'instant, mais j'espère que je vous fais un appel aux internautes là, de renvoyer-nous des questions. Mais au niveau du suivi, là, si on met en place ces deux injections là, donc comme on l'a dit, avec toutes ces précautions au préalable, le suivi après, est-ce qu'il sera différent ou pas? Actuellement, les gens sont suivis en gros tous les 6 mois. Est-ce que ça pourra être finalement plus lâche ou moins voilà. Alors, je pense que nous, en fait, il y a deux choses qu'on va dissocier. Enfin, en tout cas, pour le 190, je pense, c'est le fait de la surveillance de l'infection par la VIH, et puis le fait de surveiller l'émergence des IST en fonction de voilà, bon. Donc ça, c'est des choses différentes. On continuera effectivement à faire, nous on fait déjà des bilans intermédiaires de dépistage des IST tous les 3 mois, par exemple, et tous les 6 mois, c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors peut-être à l'hôpital, c'est un peu différent. Nous, tous les 6 mois, on fait un bilan assez complet. Après, il y a aussi les recommandations. Maintenant, je ne sais pas si effectivement ça ne va pas à l'encontre des recommandations actuelles. Ces traitements, je crois que c'est un bilan complet, vraiment annuel, quoi. C'est ça, c'est des cas de charge virale, c'est ça en fait. Alors il y a un bilan de synthèse annuel où là on est censé faire un bilan vraiment global, cardiovasculaire, les vaccinations, le rein, le foie, enfin vraiment le bilan complet, les IST. Mais non, pour l'instant dans les recommandations, le suivi virologique, la charge virale reste tous les 6 mois. Et là on n'a pas de raison de penser que ça sera différent. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement au tout début les gens vont venir un peu plus à l'hôpital, puisqu'il y a les fameuses 3 injections qui doivent être faites en milieu hospitalier, mais ça c'est plutôt des contraintes d'organisation, de pouvoir recevoir les gens, leur proposer une injection. Voilà, ça c'est des contraintes comme ça, mais ça c'est pas a priori. Il n'y a pas de raison que ça modifie le suivi virologique. Ça ne changera pas le suivi. Non. On reste sur une bithérapie antirétrovirale qui doit permettre de maintenir la charge virale indétectable, mais pour l'instant, on reste sur un suivi tous les 6 mois avec l'infectiologue ou le médecin qui suit l'infection. Très bien.
Ce qu'on peut dire et ce qu'on regrette, nous, c'est qu'on a l'impression que le bilan annuel, il n'est pas systématiquement proposé. C'est-à-dire cette opportunité de faire un bilan annuel qui semble une chose extraordinaire, c'est-à-dire de faire eh bien, on a encore très souvent, on va dire, des personnes qui ignorent qu'ils ont la possibilité, ou en tout cas que le médecin peut leur proposer. Ça semble quelque chose qui n'est pas encore systématiquement, on va dire, proposé. Alors ça a été beaucoup fait, et notamment dans le biais d'hôpitaux de jour. C'est vrai qu'il y a eu dans la plupart des hôpitaux de jour construits exactement pour ça, c'est-à-dire proposer une consultation cardiologique, proposer une ostéodensitométrie, proposer, je sais pas, une échographie rénale si ça le nécessitait, faire le point sur les vaccinations, voir la gynécologue, voir le proctologue. Enfin voilà, on a beaucoup proposé ça. Je crois qu'on a beaucoup tendance à alléger aussi un peu ce suivi-là pour différentes choses. Déjà parce qu'on a des contraintes hospitalières malheureusement qui fait qu'on a beaucoup de mal à proposer toutes ces prestations. Moi, je travaille à la Pitié-Salpêtrière, qui est quand même un des plus gros hôpitaux de France. Alors là, ça vient de changer, mais jusqu'à très récemment, on n'avait pas de proctologue. Pour voir un gynécologue, c'est compliqué. Pour voir un cardiologue, c'est quasiment impossible. Enfin voilà, on a ces contraintes-là qui font qu'en fait, finalement, c'est quasiment plus facile de s'organiser en ville que de tout regrouper sur ces journées qui servaient à faire ces bilans hospitaliers. Après, je pense que quand même les infectiologues ont cette culture de prendre en charge globalement les patients, et dans les consultations, on a quand même cette habitude de faire le point sur tout ça, et on adresse très facilement à des confrères, cardiologues, gynécologues, proctologues, les patients, et finalement ce bilan annuel, il se fait un peu au fur et à mesure des consultations. Et je suis pas sûr que ça nécessite encore de tout regrouper comme ça. L'ostéodensitométrie, on la faisait parce que les gens étaient exposés au ténofovir et qu'on avait besoin de savoir s'il n'y avait pas des problèmes osseux. Bon, en fait, ça se justifie moins maintenant avec les molécules qu'on a, donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de s'alléger. Donc on est un peu à cheval entre les deux. Mais c'est sûr que très clairement, l'infection à VIH est une bonne opportunité d'avoir un suivi médical optimale. C'est vrai aussi pour le dépistage des cancers, j'en ai pas parlé, mais c'est primordial, surtout dans la population vieillissante. Et donc, on essaie de le faire au quotidien en consultation. On a les hôpitaux de jour qui sont encore possibles avec les contraintes qu'on connaît. Et après, oui, je pense que normalement, les médecins devraient proposer un peu tous ces bilans-là, en tout cas au moins poser les bonnes questions. Et les patients peuvent challenger leur médecin là-dessus, oui. Oui, parce qu'il y a une personne qui dit, oui, c'est bien beau tout ça, donc on prendra moins de comprimés. Mais moi, j'en prends tellement pour d'autres raisons que finalement, prendre un comprimé de moins, je veux dire, ça, là, on revient sur la forme injectable. Hein. C'est-à-dire que pour elle, cette personne, c'est pas, elle estime que c'est pas, on va dire, un progrès, puisque de toute façon, elle prend tellement de comprimés que prendre son comprimé d'antirétroviraux, c'est pas un problème. Ça rejoint ce que Scan disait tout à l'heure. Je pense que la première question à se poser quand on propose un traitement, c'est est-ce que c'est le bon traitement pour la personne que j'ai en face de moi. Je pense que c'est pareil, le schéma en 4 jours sur 7, il y a des gens qui trouvent ça formidable, ça a changé leur vie et c'est probablement la plus belle chose qu'on a pu leur proposer depuis 10 ans. Il y a des gens à qui ça correspond absolument pas, qui veulent pas du tout arrêter leur traitement pendant 3 jours, qui sont beaucoup plus rassurés par la prise d'un traitement quotidien. Et voilà, je pense que les injections, ça va probablement être très très bien pour certaines personnes, ça sera probablement pas une bonne solution pour d'autres personnes, et ça on a un peu l'habitude, voilà, de proposer la chose la plus adaptée, et je crois qu'il faut qu'on réfléchisse comme ça, à bénéfice virologique et à bénéfice médical égal, évidemment. Après, quand on a des avancées thérapeutiques qui permettent de remplacer par exemple des vieilles molécules par des nouvelles avec des toxicités en moins, bien évidemment on le propose de manière très proactive. À bénéfice égal sur le plan médical, c'est évidemment la personne qui doit choisir son traitement. C'est ça, de la même façon que on a vu là sur les dispensations à 3 mois, il y a des gens que ça va intéresser, il y en a beaucoup, et il y en a d'autres pour lesquels ça ne les intéressera pas du tout, dans la mesure où en effet ils ont d'autres médicaments à venir chercher tous les mois et que de toute façon ça ne sera pas un bénéfice, au contraire, ça compliquera les choses. Donc je crois qu'en effet c'est du sur-mesure là, et on est dans une période de sur-mesure, et je trouve ça quand même, moi qui suis une vieille du VIH, quand même assez formidable de pouvoir faire du sur-mesure avec chacun et avec chacune.
Juste une petite question, parce que, voilà, je suis une femme, donc est-ce que il y a eu des éléments, parce que tous ces études, on sait bien que c'est beaucoup sur les hommes, est-ce qu'il y a eu quand même des éléments sur les femmes, et notamment, puisqu'on sait bien que, alors en intramusculaire c'est un peu différent, mais sur la sous-cutanée, c'est parfois un peu différent chez la femme et chez l'homme. Tu as souligné les surpoids, les obèses. Donc, je ne dis pas que les femmes sont plus grosses que les hommes, c'est pas ça que je veux dire, bien évidemment, mais il y a peut-être un métabolisme qui est peut-être un petit peu différent de la femme, de la femme et de l'homme. Est-ce que ça a été étudié un petit peu ou pas du tout? Bah déjà, c'est très juste de dire que dans les essais actuellement, il y a très peu de femmes qui sont dans les populations étudiées, et ça correspond pas à la proportion des gens à qui on va le proposer après. Ça, c'est absolument juste d'en parler. Il y a des j'allais dire du lobbying, enfin on essaye vraiment à chaque fois d'insister là-dessus, et dans les essais que nous on propose, on essaye de contingenter maintenant les inclusions pour essayer de changer un peu ça, mais c'est vrai que c'est difficile. Bon, alors aussi parce que dans les files actives, malgré tout, il y a plus d'hommes que de femmes, en tout cas historiquement c'était comme ça, et ça tend à devenir pas tout à fait vrai, mais c'est encore vrai. Sur les injections, je crois pas qu'il y a eu ça n'a pas été différencié. Enfin, on n'a pas mis en évidence, en tout cas, de différence ou d'efficacité ou de manière d'injecter le produit en fonction de si on est un homme ou si on est une femme. Juste pour revenir sur le surpoids, il a quand même été montré que les aiguilles utilisées, je suis pas sûr que tu en aies parlé, mais que les aiguilles qui seront utilisées en fonction de l'IMC seront pas tout à fait les mêmes. Pour les IMC supérieurs à 30, on sera obligé d'utiliser des aiguilles qui sont un peu plus longues, simplement pour atteindre le muscle en fait. Et ça, on sait que probablement ça peut jouer sur l'efficacité du traitement, donc c'est quelque chose qui est important. Mais pour vraiment répondre à ta question, je crois que ça n'a pas du tout été montré qu'il faudrait administrer le produit de manière différente chez les femmes. On verra ça dans la vraie vie. On verra ça dans la vraie vie, oui. Une question très précise. Est-ce que les interactions médicamenteuses sont les mêmes pour le péros et pour l'injectable? Par exemple, les produits à base de calcium, pansements, etc. non recommandés avec les intégrases. Avec les anti-intégrases, excusez-moi. Oui, alors il y a un peu deux types d'interactions. La plupart des interactions, en fait, elles sont dues à l'élimination des médicaments. Quand on donne un médicament, souvent c'est éliminé par le foie et c'est éliminé par le biais d'enzymes du foie. Et en fait, il y a certains médicaments qui vont activer ces enzymes, d'autres médicaments qui vont les inhiber, et ça va modifier l'élimination d'autres médicaments par les mêmes voies d'élimination. Je ne sais pas si c'est très clair, c'est un peu compliqué les interactions médicamenteuses. Mais en gros, si je mange un médicament et que mon corps doit l'éliminer, ça va passer par mon foie. Et les enzymes, c'est des molécules du foie qui vont détruire le médicament pour l'éliminer. Si je prends, je vais prendre un exemple, par exemple si je prends du Présista avec du Norvir, le Norvir va inhiber ces enzymes du foie, et donc en fait ça va empêcher de la destruction des autres médicaments que je vais pouvoir prendre, et donc en fait ça va augmenter fortement ces médicaments. Si je prends par exemple des corticoïdes, je vais avoir beaucoup plus de corticoïdes en moi que si je prenais pas ce Norvir du fait de ces interactions médicamenteuses. Désolé, c'est un peu complexe, mais et donc ça change rien, parce qu'en fait que le médicament soit par voie injectable ou par voie orale, ces médicaments vont passer par le foie, vont activer ou inhiber ces enzymes, et donc les interactions restent les mêmes. Ce qui va changer un petit peu, c'est les médicaments, par exemple le Gaviscon, parce que c'est un médicament que tout le monde connaît et qu'on prend souvent. Ça c'est un traitement quasi mécanique en fait, c'est une espèce de pâte, pas très bonne d'ailleurs, qui tapisse la muqueuse digestive pour empêcher les phénomènes d'acidité, et en fait ça on sait que ça empêche l'absorption des médicaments qui vont pas passer du tube digestif à la voie sanguine, ce qui est nécessaire pour l'activité du traitement. Ça évidemment avec les injections ça passe pas du tout par ça quoi. Donc il y a une petite différence, mais l'immense majorité des interactions restent les mêmes parce que ça se fait pas au niveau du tube digestif, ça se fait au niveau du foie. Il y a une autre question, mais je pense que c'est la même chose, qui fait référence au Smecta, et donc c'est à peu près la même chose. C'est un peu le même genre de principe, ouais. C'est la même chose de principe, oui, c'est ça. Alors il y a une autre question que je reformule, c'est quelqu'un qui dit vous nous présentez quelque chose, et puis c'est pour demain, quoi, c'est carrément la semaine prochaine, ou en tout cas début de la semaine. Et les études qui ont été réalisées, qu'est-ce qu'on en sait? C'est-à-dire depuis combien de temps elles sont en cours? Les études, elles sont en cours depuis, je pense maintenant, 4 ou 5 ans. Elles sont présentées dans les conférences quasiment tous les ans. Et en fait, donc, les premiers résultats des études, en général, ils sont présentés au bout d'1 an.
parfois même un peu avant, mais en général c'est au bout d'1 an et c'est à peu près à ce moment-là qu'on se permet de dire est-ce que le traitement est efficace par rapport aux autres médicaments. Et après on a des suivis prolongés. Donc là pour les injections, on est à plus de 3 ans de suivi maintenant dans les essais. Ce qui nous manque, on en a un petit peu parlé, c'est ce qu'on appelle les essais en vraie vie ou en vie réelle, qui sont là plutôt du suivi très classique en fait de personnes qui reçoivent ces médicaments dans des contextes qui ne sont pas les essais. Un essai c'est protocolisé, ça veut dire que tout est écrit, les visites elles sont déjà plus fréquentes que dans la vraie vie, elles sont très détaillées, les bilans sanguins ils sont exhaustifs, les gens sont tenus de venir à leur visite. Si jamais les gens viennent pas, en fait, on considère que c'est un échec de la stratégie. Donc tout ça est très très encadré. Et dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. On sait très bien qu'il y a des gens qui vont oublier leurs injections. On sait très bien qu'il va pas y avoir une équipe de recherche clinique derrière pour rappeler 14 fois les gens. Donc on sait qu'il va y avoir des loupés. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est comment est-ce qu'on va gérer ça. Marc en a parlé, quand les injections vont être loupées, probablement il va falloir qu'on apprenne à s'occuper de tout ça, et ça on n'a pas ce recul-là. Mais sur l'efficacité du traitement et sur la tolérance du traitement, on a des données qui sont vraiment très rassurantes, et c'est d'ailleurs pour ça que le médicament est autorisé sur le marché. Alors peut-être dans une des dernières questions, mais l'injectable, tu as dit que c'était donc toutes les 8 semaines, mais que ça persistait dans le corps. Et donc là, une question, c'est est-ce que finalement on va pouvoir être dans l'allègement de l'injectable et aller un peu plus loin, à 3 mois, avec ces molécules-là, parce qu'avec d'autres peut-être, mais avec ces molécules-là. Alors on va clairement pas le faire au début parce qu'on va vraiment avoir besoin de voir ce qui se passe avec le schéma qui est recommandé. L'allègement du traitement, je sais pas bien comment on va pouvoir le faire avec les injections, et c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on fait aujourd'hui, puisque le traitement par voie orale nous laisse une grande latitude dans ces allègements, les intermittents, passer d'une tri à une bithérapie. Bon, là déjà on est sur des bithérapies, sur une bithérapie. Ça va être compliqué de s'aventurer sur l'élargissement des délais de réinjection. Après, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. C'est vrai que la formulation que tu as montrée, c'est une formulation unique. Or, on va quand même traiter des gens qui font 40 kilos et des gens qui font 120 kilos, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est si évident. Probablement, on va céder des dosages pharmacologiques. On ne sait pas encore dans quelle mesure, mais donc peut-être qu'il y a des gens chez qui il faudra faire des injections de manière plus espacée. Peut-être que des fois, il faudra les rapprocher. Mais voilà, ça, on va l'apprendre. D'accord. Et peut-être une dernière question. Qu'en est-il des femmes, enfin pour les femmes en âge de procréer ou enceintes, sur ces nouvelles molécules? Le traitement n'est pas recommandé pour l'instant parce que pour une des molécules, déjà parce que tous les traitements qui arrivent ne sont jamais évalués chez les femmes enceintes par mesure de précaution. Et après, dans la vraie vie, il y a toujours beaucoup de grossesses avec les années qui se déroulent sous ces traitements-là, et on finit par savoir si c'était un problème ou pas. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et on a eu une alerte il y a maintenant quelques années sur le dolutegravir, le Tivicay, sur l'absence de fermeture du tube neural dans certaines grossesses, et ce qui fait que sur cette famille médicamenteuse, qui est la famille du cabotegravir, qui est inclus dans les injections, on est très prudent. Et donc le traitement n'est pas recommandé chez les femmes enceintes ou chez des femmes qui veulent avoir un enfant et qui ne sont pas encore enceintes. Donc c'est pour ça que pour l'instant, la contraception est recommandée, mais on n'a pas de données en fait sur ce qui va se passer. Et par ailleurs, juste pour revenir sur le dolutegravir et la grossesse, les recommandations ont rechangé, puisque maintenant c'est plus un signal, parce qu'on a plus de puissance statistique et on sait que finalement il n'y a pas plus d'anomalies de fermeture du tube neural chez les patientes enceintes. Qui ont, chez leurs enfants en l'occurrence, qui reçoivent ce traitement pendant la grossesse. Donc on est beaucoup plus rassuré maintenant, mais ça n'empêche qu'on reste très prudent à chaque fois qu'une nouvelle molécule arrive. Très bien. Donc je pense qu'on va peut-être clore cette table ronde qui était très intéressante. On a beaucoup fait parler Romain Palich et avec bonheur. Donc je vais redonner la parole peut-être à tous les intervenants pour faire une petite conclusion si vous le souhaitez, ou en fonction. Moi, ce que je voudrais dire, puisque je commence, c'est que je trouve quand même que c'est 30 ans effectivement d'avancée pour arriver à un traitement injectable
c'est formidable. Comme je disais tout à l'heure, du sur-mesure, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé il y a 20 ans ou 30 ans. Et que voilà, c'était des avancées qui sont dans une ère nouvelle qui vont encore, à mon avis, s'améliorer. Voilà, après, je donne la parole à Yves pour faire un petit peu. Donc effectivement, je partage ce que tu as dit, c'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, on vous a invité à une table ronde qui s'appelait Vers une révolution. S'agit-il d'une révolution? En tout cas, c'est des changements majeurs. On a bien vu que certains sont déjà là, d'autres sont en devenir. Et là, ce qui se passe est assez, on va dire, appréciable pour beaucoup de personnes. Effectivement, pas tout le monde pourra en bénéficier d'emblée, ça c'est clair. Mais le changement, il est quand même majeur et on peut que se réjouir de tout cela. Et on ne peut pas s'empêcher de penser du temps où il fallait, on va dire, se réveiller toutes les 8 heures, où il y avait des stratégies de prise de médicaments qui étaient absolument, on va dire, très compliquées, où se déplacer aller à l'étranger était, on va dire, absolument, on va dire, très compliqué également. Donc là, oui, il se passe quelque chose, on va dire, qui est appréciable pour les personnes, et à la fois aussi peut-être pour les soignants et pour les médecins, d'avoir cette possibilité de proposer des stratégies très différentes, d'adapter en fonction des personnes. Donc là, je crois que, pour nous, en tout cas, c'est quelque chose qui nous semble très important, ce qu'on vit en ce moment. Et puis, pour vous dire encore merci là pour tous ceux qui ont contribué à ce que cette table ronde puisse se réaliser, puisque d'emblée, ce qu'on a vu, c'est que alors qu'habituellement, toutes nos réunions sont plutôt en Île-de-France, et là, on avait énormément de personnes qui venaient de l'ensemble de la métropole, voire de l'étranger. Donc, ça, je crois qu'on va en tenir compte et qu'en fonction de ce que vous nous allez donner comme élément d'évaluation, on pourra peut-être renouveler cela de façon non pas fréquente, mais régulièrement. Merci. Romain, encore un petit peu de salive? Oui, non, juste pour dire que déjà que j'étais très, très content d'être ici avec vous tous. C'est toujours un plaisir d'intervenir pour Action Traitement. Moi, à titre personnel, en tant que soignant, du coup, je suis quand même très enthousiaste aussi par toutes ces innovations. C'est vrai qu'on entend souvent parler quasi politiquement en fait que l'infection est devenue une infection chronique, et ce qui est vrai, et ce qui est une très bonne nouvelle, mais on a tendance à mettre avec ça, finalement c'est devenu un truc assez simple et dont qu'on peut quasiment négliger quoi finalement. Or le pendant de ça pourrait être la recherche, il y en a plus, puis finalement c'est bon, on a des trithérapies qui marchent très bien. Or on voit que c'est extrêmement riche. En fait, il y a très très peu de spécialités aujourd'hui en médecine où on a autant d'innovations. Et à cette vitesse-là aussi, parce que c'est vrai que quand même, quand on regarde un peu en arrière, ça a été à une vitesse incroyable, et c'est toujours le cas. Et les congrès qu'on fait aujourd'hui sont impressionnants de nouvelles molécules, de nouvelles familles, de nouvelles modes d'administration. Donc vraiment, c'est très enthousiasmant, et on est très content de pouvoir faire bénéficier de tout ça les patients avec toutes les précautions qu'on a dites, mais qui sont malgré tout pas trop des contraintes pour l'instant. Oui. Merci. Cynthia, votre point de vue de recherche à aide? Oui, moi, pareil, je tenais à vous remercier de m'avoir invitée, parce que moi, je ne suis pas dans le corps médical à proprement parler. Et du coup, j'ai appris plein de choses ce soir. Et comme vous, je vous rejoins dans le fait je suis très enthousiaste de toutes ces choses qui arrivent, et de pouvoir avoir un peu plus de choix quand on est personne vivant avec le VIH sur son traitement. Donc, encore merci. Merci à vous. Marc? Alors, moi, je dirais que 30 ans, c'est beaucoup et pas beaucoup. C'est vrai que 30 ans, c'est pour plein de personnes qui vivent avec le VIH depuis le début des années 90, c'est forcément difficile. Et puis en même temps, je trouve que ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on n'imaginait pas, il y a 10 ans en arrière, que c'était les personnes qui avaient été contaminées dans les années 80, avec des bilans compliqués et un état de santé vraiment malheureusement assez délabré dans les années 90, puissent bénéficier de ces avancées thérapeutiques. C'est-à-dire que même des personnes qui ont été en résistance de leur traitement de nombreuses fois peuvent bénéficier maintenant de ces traitements STR, comme tu disais tout à l'heure, et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Ça, c'est vraiment pour moi. Alors, évidemment, il y a une prise, je ne vais pas dire, il y a une prise quotidienne des médicaments, etc., mais c'est vraiment une avancée qui bénéficie à tout le monde, en fait, depuis quelque temps. Et ça, c'est vraiment super. Et puis, pour terminer, je crois qu'il y a encore des innovations. Là, on revient sur quelque chose de plus technique, les injections. Je pense qu'on va être au rendez-vous pour accompagner les patients qui souhaitent, justement, qui décident, qui souhaitent, qui peuvent avoir ce type de traitement, et on sera à leur côté. Voilà.
Julie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à cette innovation dont tu as parlé? Ouais, non, bah, moi je voulais remercier Action Traitement de m'avoir invitée. Je trouve ça assez chouette que sur cette table ronde, il y ait une représentation comme ça de la pluridisciplinarité qu'il peut y avoir dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Je pense que c'est important. C'était pas forcément le cas il y a quelques années. C'est pas très souvent qu'on propose à des pharmaciens de prendre la parole et d'échanger avec des infirmiers, des médecins. Je voulais dire aussi que c'était important sur les questions d'ARV injectable de ne pas oublier les pharmaciens il va falloir bien les informer et faire du lien avec eux pour qu'ils puissent répondre, orienter vers des infirmiers, répondre aux questions qui vont venir de la part des usagers. Voilà, donc, et aussi, ils vont pouvoir jouer un rôle, je pense, assez important dans l'accompagnement des personnes qui vont commencer ces traitements et les poursuivre. Donc, n'oubliez pas de les intégrer dans les discussions et dans les échanges. Ils sont gentils en général. Et d'autre part, je voulais dire que ce qui est très important aussi, c'est que les patients et que les usagers nous fassent des retours sur comment ça se passe dans la vraie vie. C'est ce que disait Romain Palisch, c'est que les données théoriques, on les a, et maintenant, il faut qu'on voit dans la vraie vie comment ça se passe, et que c'est comme ça qu'on pourra adapter et que ça se passe au mieux. Voilà. Merci à tous. Donc, merci à tous, merci aux intervenants bien évidemment, merci à la technique, on est dans les locaux d'AEI pour la plupart d'entre nous, qui a fait un travail formidable, et puis merci à tous ceux qui étaient derrière leurs écrans, leurs téléphones et qui ont posé des questions intéressantes, qui ont nourri cette table ronde, et donc à une autre table ronde sûrement.